Les nombreux visiteurs du parc de Beauval sont bien à mille lieues d'imaginer que, lorsqu'ils traversent le pont de Saint-Aignan, ils longent ce qui fut, il y a plus de 50 ans, un moulin renommé qui alimentait en farine tous les boulangers de la région. Si on sait que le moulin a été détruit en 1974 pour faire place à l'aménagement du carrefour, sait-on quand il a été construit? Nous voudrions tant connaître la date de la première implantation du moulin sur le pont de Saint-Aignan. Mais malheureusement, on ne trouve pas trace dans les archives. Alors nous supposons peut-être le XIIe ou le XIIIe siècle. Par contre, nous avons une certitude avec une transaction en date du 27 mai 1527. C'était certainement le deuxième moulin. Compte tenu de l'usure apportée par les ans, mais aussi de la nécessaire modernisation des installations, un bâtiment neuf est entièrement réalisé en 1672. Le dernier né date de 1838. À cette époque, c'est l'usine la plus importante, la plus moderne de la région. Bien entendu, le moulin de Saint-Aignan ne constitue pas une exception, mais c'est celui qui a perduré le plus longtemps. En effet, le moulin implanté sur le pont de Celles-sur-Cher a été démoli en 1847 et les deux moulins implantés sur le pont de Montrichard ont été démolis en 1844. C'est en 1838 que le moulin connaîtra une profonde mutation. La raison en est l'aménagement du Cher que l'on décide de canaliser afin qu'il prenne le relais du canal de Berry. En ce temps où le dieu automobile n'était pas tout puissant, la navigation a encore, pense-t-on, de belles années devant elle. Alors on décide d'aménager le port de Saint-Aignan et son pont. Il est porté de 3 à 5 arches et les deux nouvelles donnant 12 mètres d'ouverture permettent le passage des péniches. Rendons à César ce qui appartient à César. N'oublions pas que la paternité des moulins de Saint-Aignan appartient à la rivière le Cher. Le prince de Chalais-Périgord, propriétaire du domaine de Saint-Aignan, était donc aussi propriétaire du moulin. Ce devait être un homme averti et un bon gestionnaire. En 1835, on mène activement dans notre région les travaux d'aménagement du canal du duc de Berry. Canal qui part de Montluçon et qui se termine à Noyer-sur-Cher à 1500 mètres à l'amont de Saint-Aignan. Les ingénieurs chargés des travaux du canal sont également chargés de l'aménagement du port de Saint-Aignan. Le prince de Chalais, pressentant une modification du niveau de l'eau et voulant absolument moderniser ses installations, fait alors raser le moulin de 1672 et construit un ensemble plus moderne comportant 6 paires de meules. Le roi Louis-Philippe cautionne cette reconstruction avec une ordonnance en date du 28 mars 1839. C'était en fait une régularisation car le moulin fonctionnait depuis 1838. À cette occasion, on peut se souvenir aussi d'une autre ordonnance du roi Louis-Philippe en date du 23 août 1831 où le roi fixe le nouveau tracé de la route royale 76 de Tours à Nevers sur la rive droite du Cher. C'était un événement important pour notre région. Dotés d'un outil industriel performant pour l'époque, les grands moulins vont connaître un essor important au cours de la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Le prince de Chalais, propriétaire du moulin, a un triple souci. Lutter contre les caprices de la rivière, qui est l'élément principal, régler les conflits quasi permanents avec les bateliers et appliquer à ces installations le modernisme nécessaire.
Durant 38 ans, le moulin ne subit que peu de changements. En 1876, le propriétaire fait installer une machine à vapeur de 50 chevaux, ce qui permet de mettre en fonction 2 meules supplémentaires. En 1896, le service de la navigation du Cher apporte des modifications au barrage qui se trouve à proximité immédiate du moulin. On installe un nouveau système, dit système à aiguille. Mais alors, le moulin va subir un préjudice, car il faut abaisser les fermettes bien avant que la cote réglementaire soit atteinte. Alors, le prince de Chalais fait installer une seconde machine à vapeur. Cette machine consomme 2,3 tonnes de charbon par jour. Il faut 2 équipes temporaires composées d'un chauffeur et d'un mécanicien, car le moulin fonctionne le jour et la nuit. Monsieur de La Roche-Aymon, le nouveau propriétaire, va engager un procès contre l'État pour le préjudice subi. Mais successivement, tant le conseil de préfecture que le conseil d'État vont rejeter sa requête en 1912. Tout laisse présager des lendemains qui chantent, mais en 1947, les grands moulins de Saint-Aignan seront frappés de plein fouet par un incendie dévastateur qui mettra un terme à l'activité de minoterie. Alors, que s'est-il donc passé en cette fameuse nuit du 17 avril 1947 ? L'acte de malveillance a été aussitôt rejeté. Par contre, c'est un incident technique, l'échauffement d'une pièce, qui a provoqué l'incendie. J'ai connu la période de l'incendie du moulin parce que j'habitais sur la route de Tours chez mes parents à quelques centaines de mètres du rond-point du Bœuf Couronné. Et de chez moi, on voyait très nettement l'incendie lorsqu'il s'est déclaré. Ça a pris dans la nuit, hein. Je ne peux pas te dire exactement, peut-être aux environs de minuit ou après. En tant que spectateur à l'époque, j'avoue que c'était un spectacle de désolation. Le feu s'est propagé à une vitesse impressionnante, trouvant un aliment dans le bois sec des cloisons et des planchers, mais aussi dans le stock de farine. Ça a été une drôle d'affaire. D'abord, le feu s'est vite transmis. Tu sais comment un moulin est fait, Jean. Il y a des étages dans un moulin, mais tous les étages sont en bois. Alors, tu penses, le feu s'est déclaré au rez-de-chaussée et avec ces courroies-là, le moulin étant en marche, ça s'est communiqué partout d'un seul coup. En quelques heures, l'immeuble a été détruit. Seule une annexe un peu endommagée a pu être sauvée. Je me souviens que moi, je me trouvais avec René Baudin en bateau dans le contrebas. Tu sais comment c'était fait un peu? Dans le contrebas, et on aspergeait d'en bas, étendu bateau sur le moulin. On évacuait le grain du moulin à la chaîne pour le mettre en tas dans la rue du Pont. Et puis, il y avait aussi un aspect qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, c'était M. Habert, l'éclusier du coin, qui avait récupéré dans le Cher des quantités industrielles de blé qui étaient tombées dans la rivière et qu'il le faisait sécher sur l'allée qui descend maintenant à la piscine. On essayait d'évacuer ça du mieux qu'on pouvait. Moi, je me souviens, on était là, il en a été mis de l'autre côté. C'était pas une vraie pagaille, mais c'était, tu sais, il y avait vraiment un gros déballage. Hein. Je pense, sans vouloir être trop précis, je pense qu'il s'est écoulé des semaines, pour ne pas dire des mois, avant que l'incendie ne soit totalement éteint. Parce que la masse de grains qui s'est effondrée faisait un tas extrêmement compact et la combustion se faisait extrêmement lentement. Et même avec les quantités d'eau qui avaient été déversées dessus, la combustion interne continuait pendant, je vous dis, des semaines et pour ne pas dire des mois. Le moulin pourra-t-il renaître de ses cendres ? Le propriétaire de l'époque l'espère. Et il fait reconstruire une toiture et organise une petite production destinée principalement à l'alimentation du bétail. Et ça a été toute une reconversion après, parce qu'il travaillait gros, Saint-Aignan en farine. Plus rien, il ne pouvait rien servir de ce qui était resté. Hein.
Je suis rentré au moulin de Saint-Aignan en octobre 1950. À l'époque, je remplaçais un employé, M. Berthet, qui était diplômé de l'école française de meunerie parce que l'activité meunerie du moulin de Saint-Aignan était en diminution constante au profit de l'alimentation du bétail qui gagnait tous les mois. On recevait du grain par les agriculteurs des alentours, on le broyait et ils revenaient le chercher. Il y avait une très bonne entente entre les cultivateurs et les ouvriers du moulin, et souvent la tractation commerciale se terminait par le coup à boire traditionnel, mais sans abus, pour autant que je me souvienne en tout cas, sans abus, sauf l'un de nos collaborateurs qui était peut-être un peu porté sur la 10 bouteilles et qui a sans doute exagéré quelque peu en certaines occasions. Mais dans les années 50, le marché de la minoterie est de plus en plus concurrentiel. Et il faut bientôt se rendre à l'évidence. Il n'est pas raisonnable de reconstruire le moulin. Alors, que faire? Je n'étais pas dans le secret des dieux, bien entendu, à l'époque, mais je n'ai jamais eu connaissance que l'on ait eu envie de remettre le moulin dans son état initial. Les seules choses que j'ai connues personnellement, c'est-à-dire à partir de 1950-51, c'est qu'on a refait la couverture du moulin en bonne et due forme. Et ce n'était pas une couverture provisoire, c'était une couverture en ardoise dans toutes les règles de l'art. Et à l'époque, les bruits qui sont parvenus jusqu'à moi indiquaient que deux choses étaient en projet: la construction d'un hôtel d'une part, enfin la transformation du bâtiment en hôtel d'une part, ou alors une fabrique de serrurerie métallique. Ni l'un ni l'autre de ces deux projets ont abouti puisque le moulin a été détruit par la suite. Les années passent, les objections s'accumulent, l'augmentation de la circulation sur la route nationale 675, la faible possibilité de stationnement aux abords du moulin et l'évolution de la technique vont imposer un verdict sans appel. 27 ans après l'incendie, les murs sont livrés aux démolisseurs et les grands moulins de Saint-Aignan vont disparaître à jamais du paysage dans lequel ils étaient insérés depuis plus de 5 siècles. Avec le recul, certains diront que l'on aurait pu transformer ce moulin en hôtel ou en faire un musée. Mais la réalité de l'aménagement d'un carrefour fonctionnel a prévalu sur la sauvegarde d'un patrimoine industriel. Alors, lorsque vous passerez désormais sur le pont, ayez une petite pensée pour ce moulin qui jadis faisait partie intégrante de la vie des Saint-Aignanais.